Commencer avec une présentation de Didier Parriard. Didier est chercheur au LSCE, pas très loin ici, spécialiste des paléoclimats et de la modélisation des paléoclimats. Je dis pas trop de bêtises, ça va. Il vous montrera plus précisément ce qu'il fait par la suite. Donc, il va nous parler des cycles du carbone et paléoclimat. Donc, et donc, toujours pareil, hein, on prendra le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez commencer à rentrer les questions sur le chat et puis on les lira au fur et à mesure à la fin de la présentation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de carbone et de paléoclimat. Euh, donc, moi, effectivement, je suis chercheur au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement en région parisienne. Je fais pas mal d'enseignements, en fait, dans le supérieur. Ça me donne une certaine expérience sur le fait qu'il y a des choses qui sont connues, il y a des choses qui le sont moins. Donc, je vais essayer d'assister un peu là-dessus. Donc, je vais tout d'abord faire une petite introduction rapide sur le lien climat-carbone. Bon, c'est des choses assez claires. Je vais pas mal insister sur la notion de temps parce que, en fait, les paléoclimats, ça concerne des échelles de temps très, très, très variées. Et pour ça, le carbone, lui aussi, a des échelles de temps très, très, très variées. Bon, ça, déjà, comme vous avez pu le voir déjà ce matin, hein. Je vais redire deux mots sur l'introduction de Walker, mais pas trop parce que en fait, Christian en a pas mal parlé. Et puis, je finirai un peu sur le rôle de la biologie, en fait, qui souvent n'est pas bien compris et qui est sans doute assez important dans le système. Alors, pour parler un peu de climat quand même, euh, il y a, je crois que c'est important d'insister auprès des étudiants sur le fait que le climat, finalement, c'est un truc très anthropocentrique. C'est un truc c'est un concept vraiment issu de la géographie. Donc ça a été un peu, on va dire, capturé, voire peut-être même volé par des météorologues aux géographes. La question du climat, c'est quand même de savoir quelles sont les conditions d'habitabilité de la planète. Et ça, en fait, c'est comme ça depuis le début. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, le climat, tel qu'il était conçu par les Grecs anciens, c'était cette image assez simpliste de la planète Terre avec des zones habitables en bleu, des zones trop chaudes, des zones trop froides. Donc, ils avaient déjà une idée quand même assez claire et assez précise de la géométrie du système et de la manière dont le Soleil influençait la température. Donc, ça, c'est la base de la base. C'est l'origine du mot climat, hein, qui veut dire hauteur du Soleil, au-dessus du Soleil, au-dessus de l'horizon. Euh, mais c'est quand même avant tout quelque chose qui concerne l'habitabilité, donc très anthropocentrique. Et la question qui se pose, c'est aussi d'être capable de prédire euh, cette chose, quoi. Donc finalement, c'est assez différent, contrairement à ce que les gens pensent, c'est assez différent de la météorologie, même dans la conception, dans l'idée de base, encore une fois, très anthropocentrique. Donc plutôt côté sciences humaines, finalement. C'est pour ça que le climat, pendant très longtemps, c'était dans les disciplines de géographie. Ça l'est toujours, hein, géographie physique. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que, à cause de la question du changement climatique, on voit bien qu'il y a un décalage entre cette idée que le climat change, un truc qui n'avait pas été pris en compte par les géographes, et puis le fait qu'on a quand même besoin de savoir ce qui va nous tomber dessus d'un point de vue concret pour les sociétés humaines. Et ça, ce n'est pas forcément les météorologues les mieux placés pour en discuter. OK. Donc, la notion de changement climatique, ça, c'est différent. La notion de changement climatique, ça apparaît au 19e siècle, essentiellement avec la découverte des glaciations. Donc, avant, on en parle, mais de façon un peu en termes de création du monde, cosmogonie, etc. Mais la vraie question du fonctionnement des changements du climat, pourquoi le climat change au cours du temps, comment ça marche, ça apparaît avec la découverte des glaciations. Donc là, vous avez quelques images illustratives vers la première moitié, le milieu du 19e siècle. Donc ça, c'est vraiment le début de la question du climat au sens changement climatique. Donc quelque chose qui est finalement assez différent du point de vue des géographes. Alors, je vais un peu développer ce point-là parce que c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et à partir
du moment où on découvre les périodes glaciaires, on se pose la question de savoir comment ça marche. On sait que le climat ne change pas, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il pourrait changer, hein, évidemment. Et quand on observe des changements climatiques, euh, on, on, se pose la question de savoir qu'est-ce qui va influer sur le climat de la planète. Et donc, il y a très naturellement deux théories qui apparaissent à ce moment-là, au milieu du 19e siècle. Bon, d'une part, la théorie de l'effet de serre. Donc ça, c'est basé sur des principes de conduction de la chaleur, de transmission de la chaleur qui sont discutés par Fourier au début du 19e siècle. Le, le cycle du carbone, il est déjà, enfin, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il est finalement assez bien décrit dans ces processus euh, par Ebelman au milieu du 19e siècle. Il dit explicitement que c'est sans doute ça qui permet d'expliquer les variations climatiques. Puis après, les choses se précisent un petit peu avec différentes personnes. Bon, la mesure de l'effet radiatif du CO2, premier effort de modélisation par Arrhenius, etc., etc. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui vont plutôt discuter la théorie astronomique. Alors en fait, ce sur quoi j'aime bien insister, c'est le fait que les scientifiques établis, c'est-à-dire ceux qui ont une carrière académique, sont plutôt côté théorie géochimique. Et la théorie astronomique, par contre, elle sera développée plutôt par des bricoleurs, des amateurs de sciences, en fait. Et, c'est intéressant de voir que dans l'histoire des sciences, c'est pas forcément les théories dominantes qui, qui, qui sont au final les plus importantes, ou peut-être qu'il faut faire un compromis entre les deux. Bon, en l'occurrence, pour les glaciations, il y a sans doute besoin un peu d'astronomie, il y a aussi un peu de CO2. Donc Arrhenius, en quelques mots, c'est le premier qui calcule l'effet du CO2 sur le climat. Et il dit très explicitement dans son papier, donc ça c'est pour ça que je vous ai copié un petit extrait du papier là, il dit très explicitement que dans la Société de physique de Stockholm, il y a de temps en temps des discussions extrêmement vives sur la cause probable des périodes glaciaires. Donc très clairement, la motivation, c'est d'expliquer pourquoi il fait froid en période glaciaire. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il va essayer de calculer l'effet du CO2 sur la température. Alors, bon, on pourrait discuter longuement de ce premier calcul. Bon, ce modèle est faux, on va dire, pour simplifier, enfin, trop simple. Et ces données spectroscopiques sont fausses aussi, trop mal contraintes. Euh, bon, quand vous faites deux erreurs, des fois ça se compense. Donc voilà, il trouve à peu près le bon résultat. Encore une fois, plutôt que le modèle, plutôt que la quantification, ce qui est intéressant, c'est l'idée, la volonté de calculer un changement climatique à partir d'une concentration en CO2. Et au final, il fait quand même une prédiction assez étonnante, assez extraordinaire. Moi, je trouve que le CO2 glaciaire, il doit être à peu près, donc dans son papier, là, il dit à peu près entre 62% et 55% de sa valeur, on va dire, pré-industrielle. Mais finalement, c'est correct, puisque le CO2 glaciaire, c'est effectivement 64% de la valeur pré-industrielle. Donc, c'est quelqu'un, il est souvent cité comme étant le premier qui parle du changement climatique futur. En termes de prédiction numérique, en fait, moi, j'aime bien insister sur le fait qu'il a prédit le CO2 glaciaire de 100 ans avant qu'on le mesure. Donc, quand on fait une prédiction avant qu'on ait les mesures, avant qu'on ait les moyens d'atteindre ce genre d'informations, moi, je trouve ça, voilà. Bon, on peut dire que c'est un coup de chance, mais en fait, bon, tout ça pour dire que le CO2, il y a évidemment un lien avec le climat. C'est vrai pour les glaciations, c'est vrai pour le passé, c'est vrai aussi pour le futur. Donc, on peut résumer très rapidement sur cette figure l'histoire du climat. Il se passe pas mal de choses. Donc ça, c'est une figure que vous avez probablement tous vue, hein, avec une échelle de température sur la verticale qui varie en gros entre moins 6 degrés et plus 14 degrés, bon, avec une certaine marge d'incertitude évidemment. Un niveau zéro qui est le niveau pré-industriel, des cycles glaciaires pendant le Quaternaire au cours du dernier million d'années. Après, on a une échelle de temps qui est beaucoup plus compressée, avec le refroidissement dont on a déjà parlé ce matin au cours du Cénozoïque.
et puis des variations d'amplitude finalement assez semblables, hein, entre, on va dire, moins 5 et plus 10 degrés au cours de toute Phanérozoïque, hein, de toute la période sur laquelle on dispose de fossiles, d'informations géologiques assez précises. Alors, les exemples qu'on peut mettre en avant, c'est sur le lien climat-carbone, bah, c'est les choses les plus marquantes, on va dire. J'ai parlé un petit peu du glaciaire, mais le plus marquant, c'est l'Éocène. Donc l'Éocène, c'est quand même une période de temps où on trouve une forêt tropicale au nord du cercle polaire, des crocodiles, donc des animaux à sang froid, qui survivent même pendant la nuit polaire. Alors ça, quand je dis ça aux étudiants, en général, ils sont «Ah ouais, quand même!» ça marque les esprits, hein. Franchement, le fait d'avoir une forêt tropicale au pôle Nord, ouais, euh, bon, alors on va dire 10 degrés plus chaud, c'est pas forcément ce qui nous attend demain, mais en fait, c'est pas si clair que ça. Ça dépend ce qu'on appelle demain. Euh, alors, en face de ça, on a évidemment des considérations. Bah, pourquoi? Hein, pourquoi il faisait plus chaud? Donc, la meilleure explication qu'on ait sous la main, c'est évidemment c'est le CO2. Et donc, il y a tout un tas de données qui montrent effectivement que le CO2, il y a environ 50 millions d'années, il était significativement plus élevé, quelque part entre 1000 ppm et 2000 ppm, on va dire 1500 pour se donner un ordre de grandeur. Mais les valeurs les plus basses des données, c'est déjà 700-800 ppm. On est encore un peu dans la barre d'erreur. Donc, ces variations du CO2 atmosphérique au cours du Cénozoïque, au cours des derniers 65 millions d'années, bon, ça montre que bon, dès qu'on va dépasser, enfin, déjà, hein, on est quelque part là sur la courbe en pointillé, on est déjà significativement au-dessus du niveau quaternaire. Alors, en termes de modélisation, on va dire, il y a 10 ans, les gens s'excitaient un peu sur le Pliocène en disant le Pliocène c'est 400 ppm, c'est intéressant de simuler le climat sous 400 ppm parce que demain ce sera 400 ppm. Maintenant les gens s'excitent plutôt sur le Miocène parce que là on est plutôt à 600, 500, 600 ppm et les gens disent bah, demain on sera à 500, 600 ppm. Voilà, donc moi je préfère voir un peu en avance. Je trouve que le Miocène c'est pas mal. euh, En tout cas la question se pose. Quel niveau de CO2 permet d'avoir des températures au ciel? Évidemment, je n'ai pas la réponse. Alors, euh, quelques mots sur le temps. Cette notion de temps, elle est intéressante à creuser parce que le mot période a plusieurs sens. Et ça, c'est un argument qui est souvent discuté ou mal compris en paléoclimatologie. C'est à quoi ça sert de regarder une période très, 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 très ancienne, vu que demain, c'est des périodes de temps courtes. Donc la notion de temps, dans quelle mesure c'est pertinent de regarder ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années, alors que ce qui nous intéresse, c'est le 21e siècle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est discuté, discutable, etc. On peut avoir différents avis sur la question. Et tout ça, ça provient en fait d'une confusion, selon moi, hein, entre ces différents sens du mot période. D'une part, il y a les périodes anciennes, les périodes récentes. Donc ça, c'est vraiment le passé lointain et le passé proche. Le futur lointain et le futur proche, hein, c'est un peu la même chose. Il y a la notion de rapidité qui n'a rien à voir, évidemment. Est-ce que les changements sont rapides ou lents? euh, Donc, en termes de fréquence, si le signal est périodique, par exemple. Donc, il peut y avoir des choses très, très rapides, évidemment, dans le passé lointain. Et il y a la question de probabilité, qui est sans doute la plus importante, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'il nous arrive des choses assez extraordinaires dans le futur, sachant que ça a eu lieu dans un passé lointain. Et là, les gens disent, bon, bah, si ça arrive une fois tous les 50 millions d'années, il y a peu de chances que ça nous arrive demain. Et ça intellectuellement, c'est quelque chose de très, très répandu, hein. Intellectuellement, ça correspond à cette idée que le système, finalement, s'il est aléatoire, bon, ben, voilà. En fait, non, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, évidemment, si on a dans le futur, alors là, vous avez des courbes du CO2 extrapolées vers le futur, sur les siècles prochains, donc les scénarios IPCC qui sont un peu prolongés. Et si on peut prolonger le scénario le plus pessimiste, on va dire, ou
le scénario business as usual. Et puis, on arrive assez facilement à des niveaux de CO2 qui sont en fait comparables à l'Éocène, entre 1000 et 2000 ppm. Donc voilà, c'est pas parce que on va très très loin dans le passé que c'est très improbable. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est faire un peu attention au sens des mots. Alors, l'autre notion qui me semble essentielle, c'est aussi la notion de durée euh, des différents processus qui sont impliqués dans le cycle du carbone. Alors, il y a un truc qui m'énerve beaucoup dans ce qu'on trouve un peu partout sur Internet et dans les médias, c'est si on pose la question à Google, quelle est la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère? Donc, la réponse qu'on obtient, c'est ça. Bon, après, je ne discuterai pas des sources. Mais ça c'est vraiment une idée. Quand je pose la question à mes étudiants en licence, en master, ben, voilà, c'est ça la réponse que tout le monde ressort. Wikipédia aussi, hein, c'est pareil. Alors j'ai essayé de corriger, hein, mais ça ne marche pas. Toujours quelqu'un qui corrige derrière. En fait, il y a plusieurs réponses possibles, hein. Il y a plusieurs constantes de temps dans le CO2, et ça vaut le coup d'avoir un ordre de grandeur de ces différentes échelles de temps. Ce que j'aime bien faire avec les étudiants, mais c'est en fait c'est un calcul à niveau lycée, c'est de calculer des temps de résidence dans le système, tout simplement. Donc ça, c'est la figure du cycle du carbone issu de l'IPCC 2000 peut-être, 2001. Donc une figure un peu ancienne. Ça, c'est la figure du dernier rapport IPCC. Euh, donc les chiffres sont un peu différents, mais bon, les ordres de grandeur sont les mêmes. Mais l'IPCC, c'est le GIEC. IPCC, oui, c'est le GIEC en anglais. Le rapport qui est produit par les scientifiques sur l'état du climat tous les 7 ans à peu près. Le dernier, c'était 2021. Le prochain, ça sera autour de 2028, quelque chose comme ça. Alors moi, je préfère celle-là parce qu'elle est plus... Il y a moins de chiffres et puis c'est plus clair. Puis en fait, ce que je discute, c'est ça. Parce que j'aime bien simplifier un peu à l'extrême les choses, mais pour être facilement compréhensible, je pense que ça vaut le coup de simplifier, euh, histoire d'avoir des idées simples en tête qui ne sont pas trop fausses. Donc, pour calculer les temps de résidence, c'est bien d'avoir un système à l'équilibre. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et le temps de résidence du carbone dans un réservoir, bon, typiquement, c'est la quantité divisée par le flux, en supposant qu'on est à l'équilibre. Le flux rentrant égale le flux sortant. Donc, on peut faire ça pour les principaux réservoirs de la surface terrestre, hein, qui sont représentés ici. Et en particulier donc pour l'atmosphère, parce que c'est celui qui nous intéresse pour le forçage radiatif, pour le climat. On peut faire ça aussi dans l'océan profond, parce que c'est quand même ça le plus gros réservoir. Et c'est là où on espère pouvoir mettre un peu de carbone au bout d'un certain temps. Mais la question, c'est combien de temps? Et puis, on peut faire ça aussi pour une échelle plus longue. Alors, le calcul, il est assez trivial à faire. Hein, donc, voilà. Donc, le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, c'est seulement quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges extrêmement importants avec les réservoirs de surface. Donc oui, le CO2, il ne reste pas très longtemps dans l'atmosphère finalement, hein. Il va très vite aller dans la végétation, dans les feuilles d'arbres au printemps, et puis à l'automne, ça retourne dans l'atmosphère. Donc cette idée que l'atmosphère est très fortement couplée avec les réservoirs de surface, ça, je pense que c'est à la fois clairement dit, mais c'est bien de... Moi j'aime bien avoir des chiffres, hein. Donc ça, c'est une surprise hein, quand je montre ça aux étudiants. Ils disent, ouais, non, c'est pas 100 ans, c'est 3 ans finalement. Ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. En fait, combien de temps il va falloir pour que le CO2 il disparaisse un peu de la surface, il aille au fond de l'océan? Voilà, c'est pareil, on refait le même calcul en l'appliquant à l'océan. Donc on a plutôt plusieurs siècles. On n'a pas 100 ans, on a plutôt 300, 400, 500 ans, ça dépend un peu des chiffres qu'on prend. Donc ça, c'est déjà un ordre de grandeur plus pertinent pour discuter de la perturbation anthropique ou pour discuter des constantes de temps du carbone en général. Et puis, en fait, si on veut vraiment discuter la vraie temps de résidence du carbone dans le système Terre de surface, hein, combien de temps le CO2 va rester ou une partie du CO2 va rester dans l'atmosphère, alors là, on tombe effectivement sur des échelles de temps plus géologiques, parce que là, il va falloir prendre l'ensemble du carbone
bien répartis dans les différents réservoirs de surface, et puis voir à quelle vitesse ça échange avec le sous-sol. Et comme ça a été mentionné ce matin, bon, bah, c'est des flux qui sont petits. Et des flux qui sont petits, ça implique des constantes de temps qui sont très longues. Donc plutôt des centaines de milliers d'années. Et donc à la réponse, à la question de savoir ben, la perturbation anthropique, combien de temps ça dure, quels sont les processus qui vont être impliqués dans différents phénomènes en paléoclimatologie, on voit bien qu'il y a potentiellement plusieurs constantes de temps. La constante de temps ultime, elle est quand même assez longue. D'où ce schéma du rapport de l'IPCC, hein, enfin, du GIEC, où on voit que de façon rapide, eh ben, on a un échange avec les réservoirs de surface. Donc là, sur cette figure, c'est plutôt l'échelle de la décennie, avec l'océan de surface et la végétation. Donc en fait, ça, on l'a déjà, on en a déjà l'expérience maintenant, c'est-à-dire on émet une certaine quantité de carbone dans l'atmosphère, et ce qu'on voit en termes d'augmentation, c'est seulement la moitié, parce que effectivement, à l'échelle des années ou des décennies, il y en a la moitié qui est déjà capturée par les réservoirs de surface. Donc en fait, ça, on le voit pas dans la perturbation anthropique, enfin plutôt les 50% de bénéfices ou de réduction, euh, ils sont déjà observés dans la concentration en CO2. Donc si on veut parler du futur, ben, en fait, il faut attendre plusieurs siècles avant d'avoir une diminution un peu significative du CO2, on va dire, à cause de l'océan profond. Et puis, encore plusieurs millénaires pour la compensation des carbonates et finalement pour la rétroaction des silicates, plusieurs centaines de milliers d'années. Voilà, donc je pense que c'est important dans le cadre actuel de discuter sur ce genre de choses et puis de battre un peu en brèche ce qui traîne dans les médias sur cette échelle de temps de 100 ans. Donc ça, c'est le petit tableau qui résume ce que je viens de dire. Et en fait, si on réfléchit, pourquoi 100 ans? En fait, 100 ans, c'est parce qu'il y a une confusion entre l'échelle de temps de l'IPCC, du rapport du GIEC. Les gens se projettent à 100 ans et on compare les autres gaz à effet de serre par rapport au CO2 à l'échelle de 100 ans. Donc 100 ans, c'est un choix socio-économique et ça n'a rien à voir avec les constantes de temps dans le système carbone, dans le système physique, physico-chimique, dans le système carbone. Voilà, ça c'est, je trouve, un message assez important, facile à comprendre et malheureusement difficile à faire passer. Alors l'autre chose que je fais avec mes étudiants, c'est des petits calculs simples. Là aussi, hein, c'est niveau lycée, je pense, sans problème. Bon, convertir des gigatonnes en pétagrammes, bon, ça va, je crois. Euh, Convertir des tonnes de CO2 en tonnes de carbone aussi, hein, mais encore faut-il le faire en classe, quoi, parce que sinon, si on ne le fait pas, les élèves, ils ont un peu de mal. En tout cas, en master, ils ont du mal. Et puis, plus intéressant, peut-être, c'est les ppm en gigatonnes de carbone. Là aussi, c'est assez élémentaire. Le résultat est déjà, hein, c'est l'histoire de masse molaire, de masse de l'atmosphère, etc. Alors ça permet quand même de discuter ces deux courbes, l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire les émissions par rapport à l'augmentation du CO2. Donc le fait de comprendre que quand on émet à peu près 37 milliards de tonnes de CO2 par an, ben, en fait, ça devrait correspondre à une augmentation de 5 ppm par an, et on observe seulement 2,5 ppm par an, donc ça veut bien dire qu'il y en a la moitié qui est absorbée de façon quasi instantanée, en fait, comme on l'a vu à l'échelle de quelques années, par les réservoirs de surface. Donc ça c'est vraiment manipuler ces chiffres, en fait, moi j'insiste beaucoup là-dessus pour les étudiants, je pense que c'est très important qu'ils s'approprient un peu ces unités, parce que c'est quand même un truc dont on parle tous les jours dans les médias quasiment, et c'est mieux d'être capable de faire des petits calculs avec, de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Euh, la rétroaction de Walker. Bon, alors ça, je peux peut-être passer assez rapidement parce que on en a déjà parlé en fait ce matin. Euh, Moi, je présente ça plutôt, non pas du côté érosion, mais plutôt du côté chimie océanique. Bon, si on fait la chimie, enfin, peut-être que j'ai un diagramme plus loin. Voilà.
si on présente ça côté chimie-océanique, donc l'océan, c'est quand même le plus gros réservoir de carbone à la surface de la Terre, et on a envie d'éliminer le carbone en précipitant des carbonates. Comment on précipite des carbonates? Il faut se poser un petit peu la question de cet équilibre chimique et, et de, encore une fois, faire des petits calculs ou en tout cas comprendre un peu ce qui se passe. Donc aujourd'hui, dans la chimie de l'océan, l'espèce dominante sur les conditions de pH actuelles, c'est HCO3-. La deuxième espèce, c'est les ions carbonate CO3-2-. Et on comprend que la quantité totale de carbone dans le système, c'est pas ça qui va déterminer le fait de précipiter ou pas des calcaires. C'est-à-dire, ajouter beaucoup de carbone, en fait, ça va pas favoriser la précipitation du calcaire. Donc, il y a besoin d'une autre information. Et cette autre information, euh, on appelle ça l'alcalinité, donc la somme des charges négatives. Donc, c'est quelque chose qui intervient dans l'équation d'électroneutralité quand on fait les réactions acide-base qui sont représentées ici. Et ça permet vraiment de faire le bilan et de faire des calculs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on rajoute une mole de carbone sous forme CO2 dans le système, on va augmenter le carbone total de l'océan, mais on ne change pas le bilan de charge électrique, donc on ne change pas l'alcalinité. Donc, une mole de CO2 qu'on va dissoudre dans l'océan, ça fait plus 1 pour le carbone et 0 pour l'alcalinité. Par contre, si on rajoute du carbone en dissolvant des calcaires, bon, on a des choses un peu différentes, puisque cette fois, on va rajouter des espèces avec des charges négatives. Donc ça, c'est le principe de base. Alors après, donc une fois qu'on a ces deux grandeurs, carbone et alcalinité, on peut calculer tout le reste de la chimie de l'océan. Particulier, donc on peut comprendre pourquoi quand on rajoute du carbone, eh ben, on va diminuer la quantité d'ions carbonate, donc on va dissoudre les carbonates. Et inversement, on a le phénomène inverse quand on rajoute de l'alcalinité. Et pour le CO2 à l'équilibre, c'est-à-dire pour le climat, en fait, bon, on a des isolines qui se promènent dans l'autre sens. Avec, plus on rajoute du carbone, plus le CO2 à l'équilibre dans l'atmosphère sera élevé. Et plus on rajoute d'alcalinité, moins le CO2 à l'équilibre dans l'atmosphère sera élevé. Donc finalement, la quantité d'ions carbonate dans l'océan et le CO2 atmosphérique, ils sont un peu opposés, sauf que la pente de ces isolines, c'est pas exactement la même. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir un rôle très important pour l'érosion des silicates, c'est-à-dire pour rééquilibrer le système. Les carbonates, ça marche, ça suffit pas. Donc ça, c'est le schéma de principe qui résume un peu tout ça. C'est-à-dire quand on injecte du CO2, on rajoute du carbone sans modifier la qualité. Donc ça, c'est à une échelle de temps, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à une échelle de temps qui se mesure en siècles. Hein, il faut mettre le carbone dans l'océan. Donc à l'échelle des siècles, on va augmenter la quantité totale de carbone dans l'océan. C'est la première, ou peut-être la deuxième étape dans le cycle du carbone. En tout cas, si on regarde le climat à l'échelle des siècles, c'est la première étape. La deuxième étape dont je n'ai pas parlé dans mes petites boîtes, c'est la compensation des carbonates, c'est-à-dire on va dissoudre des sédiments marins et des récifs coralliens pour rééquilibrer le pH de l'océan. Donc, pour équilibrer en fait plus précisément la concentration en ions carbonate dans le système. Et ça rajoute en fait encore du carbone dans l'océan. Ça permet de diminuer le CO2 atmosphérique, mais pas de le remettre à l'état initial. Donc pour revenir à l'état initial, la seule façon de faire, c'est de rajouter de l'alcalinité sans carbone. Et ça se fait par l'érosion des silicates. Donc l'idée, c'est de neutraliser l'acidité du CO2 sur une base qui sera un silicate pour le transformer en ion HCO3- et le mettre dans l'océan. Voilà, ça c'est ma façon simple d'expliquer les choses. Alors, j'aime bien mettre en avant ce qui se passe à la transition paléocène-éocène. Encore une fois, toujours pour discuter de ces constantes de temps. Alors, pourquoi? Alors, transition paléocène-éocène, comme vous le voyez peut-être sur ce graphique, il y a un pic
en termes de température, très brutale. On peut faire le zoom sur cette période de temps. Donc, c'était environ il y a 55 millions d'années. Donc là, l'échelle de temps, elle est entre 56 millions d'années et 54 millions d'années. Donc, ça couvre à peu près 2 millions d'années. Donc, encore une fois, c'est assez court pour les géologues et c'est très, très long pour le climatologue. Lorsqu'on observe sur ces courbes, c'est une perturbation dans la composition isotopique des carbonates à la surface de la Terre. Et ça, la meilleure façon de l'expliquer, c'est d'ajouter en fait, du carbone dans le système avec une composition isotopique négative. Donc, on peut imaginer plusieurs scénarios. Hein. On peut dire ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, si on brûle du pétrole, du charbon et du gaz. Donc, aujourd'hui, la composition isotopique de l'atmosphère et donc de tous les réservoirs de surface diminue de façon assez importante. D'ailleurs, on a baissé, je crois que c'est plus de 1 pour 1000, peut-être même 2 pour 1000 dans l'atmosphère aujourd'hui par rapport à la situation pré-industrielle. Donc, on est sur cette idée que la courbe du haut, ça correspond à une injection massive et brutale de carbone, dont l'origine n'est pas forcément très bien connue. Alors, il y a des candidats possibles, comme les hydrates de méthane, par exemple. Associé à ça, on a un réchauffement très brutal de la planète. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut faire dans différents endroits du monde. Donc c'est véritablement un changement climatique global, avec une amplitude de l'ordre de 5-6 degrés, quelque chose comme ça, à l'échelle du climat global. Et associé à ça, on a un arrêt total de la précipitation des carbonates, donc en fait, ce qu'on les gens interprètent comme une acidification de l'océan. Donc finalement, c'est quelque chose qui ressemble pas mal à ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui essayent d'étudier cet événement. Et à la fois en termes de scénario et aussi en termes d'amplitude. On parle effectivement de quelques degrés de réchauffement. En termes de perturbation de carbone, on parle de quelques milliers de gigatonnes de carbone. Et voilà, donc il y a un certain nombre de points communs. Et donc, ce que j'ai envie de discuter ici, bah, c'est combien de temps il faut pour rééquilibrer le système. Et si on regarde la largeur de ce pic, effectivement, on tombe sur 200 000 ans. Alors, c'est un peu par hasard, hein, je dirais. Mais on tombe exactement sur le temps de résidence qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc, bah, c'est pas une preuve, hein, mais bon, ça montre quand même qu'on est sur ces constantes de temps un peu longues. Et qu'effectivement, donc la bonne nouvelle, c'est que le réchauffement climatique actuel, dans 200 000 ans, il aura disparu naturellement. Voilà. Mais je pense que c'est le genre d'idées qui permettent de faire le lien entre les géosciences, la géologie, le temps long, et puis ce qu'on vit aujourd'hui actuellement, et ça, je pense que c'est vraiment important. Bon, alors comment ça marche, la rétroaction de Walker? Bon, encore une fois, je ne vais pas trop insister là-dessus. On a vu que... alors moi, je présente toujours des trucs très, très, très simplifiés, hein, caricaturaux même, et je pense que ça permet de mieux visualiser les choses. Donc l'injection de CO2, bah, c'est avant tout le volcanisme aux échelles de temps géologiques. Et puis, comme on l'a vu ce matin, il y a deux puits principaux, hein, organiques et inorganiques. La rétroaction de Walker, elle consiste à dire que la rétroaction, que le puits inorganique, donc l'érosion des montagnes, ça va dépendre de la température, du climat, des précipitations. Donc plus il fait chaud, plus il y a d'érosion. Et ça dépend du carbone. Donc cette équation-là, ceux qui aiment bien écrire les équations, ça s'appelle un thermostat. C'est une rétroaction qui permet d'équilibrer le système. Alors ça, c'est intéressant parce que quand vous... Voilà, ça a été un peu discuté ce matin, quand vous regardez la question du paradoxe du soleil jeune, donc il y a plusieurs milliards d'années, le soleil brillait moins. Et si on prend les reconstitutions de CO2, alors qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, parce que les valeurs d'erreur sont quand même assez grandes, mais on a quand même l'impression qu'il y a une tendance à la diminution du CO2 sur cette échelle de temps très longue, donc ici sur 400 millions d'années. Et le truc assez intéressant, enfin, qui est souligné dans ce papier, c'est que les deux se compensent. Donc ça, c'est un peu, je dirais, une vérification expérimentale, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est consistant tout à fait avec cette idée du thermostat de la planète par Walker, c'est-à-dire bah, quand il y a moins de soleil, eh ben, il y a moins d'érosion, donc les puits de carbone sont plus faibles, donc il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, donc il fait plus chaud. Voilà, ça se compense.
Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que ça se compense à cause de l'eau liquide. À cause de l'eau liquide, donc le thermostat de Walker, ça qui est intéressant d'un point de vue planétologique, il est fait pour qu'il y ait de l'eau liquide sur Terre tout le temps. Bon, pour finir, dernier point, pour dire qu'en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, et en fait, on n'a pas tout compris, mais ça, vous vous en doutez. Euh, J'aime bien aussi parler du rôle de la matière organique. Hein. On a vu ce matin que c'était très important. Et si on fait un petit bilan isotopique, on prend une composition isotopique moyenne des volcans aux alentours de moins 5 pour 1000, composition isotopique moyenne de la matière organique aux alentours de moins 25, composition isotopique moyenne des carbonates aux alentours de 0 pour 1000. On fait une règle de 3 et on en déduit qu'aujourd'hui, ce qui domine effectivement, c'est l'enfouissement euh, des carbonates, donc à peu près 80%, encore une fois à la louche, par rapport à l'enfouissement de la matière organique pour équilibrer le système, si on suppose que le système est à l'équilibre, ce qui est sans doute faux. Bon. Donc ça explique sans doute pourquoi les gens se sont beaucoup focalisés sur l'érosion des silicates. D'une part, c'est le terme dominant, et en plus, c'est de la chimie qu'on comprend un peu. C'est pas mal. L'autre terme, la préservation de la matière organique, bon, il est moins important aujourd'hui, en tout cas si on en croit ce bilan simple. Et en plus, très franchement, on a du mal à avoir des idées simples sur la manière dont on va enfouir de la matière organique. Alors, moi, j'aime bien citer le carbonifère. Là aussi, on en a un peu parlé ce matin, je crois. Et alors, la question que je posais aux étudiants, c'est est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid? Donc, en général, les gens répondent bah, il faisait chaud, ça se voit. euh, bon, comme vous le savez sans doute, il faisait froid, hein, c'est une période froide. La question, c'est de savoir pourquoi. Alors, on a l'impression qu'il faisait chaud parce que les gisements de charbon, ben, correspondent aux forêts tropicales quand les pays industrialisés, en fait, hein, on peut dire que finalement, la révolution industrielle, ça a été possible au 19e siècle, au 18e, 19e siècle, parce que on était à l'équateur il y a 300 millions d'années, hein, sinon on n'a pas eu le charbon pour le faire. Donc il y a un aspect géologique dans la géopolitique actuelle, hein, qui est, je pense, sur cette carte. Euh, et si on remonte ce petit diagramme, bon, ben, on peut dire qu'est-ce qui se passe pendant le Carbonifère. Donc il se passe évidemment des choses en termes d'orogénèse, c'est clair. Mais il y a un truc assez évident qui se passe aussi, c'est qu'on va préserver beaucoup de matière organique parce que, par définition, le carbonifère, c'est le moment où on fabrique beaucoup de charbon. Donc ce puits-là va augmenter sans doute de façon importante. Et donc il y a une théorie qui est sortie il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je pense, qui essaye de mettre ça en relation avec l'évolution de la vie sur Terre. Donc en fait, à la, à la fin du Dévonien, début du Carbonifère, on va avoir une expansion assez considérable euh, des, des fougères arborescentes. Donc en fait, d'un point de vue euh, moléculaire, c'est l'invention d'une molécule qui s'appelle la lignine. Et comme j'y connais rien, moi j'appelle ça du bois, tout simplement. Donc les plantes inventent le bois. Manque de peau, le bois n'est pas biodégradable, parce que c'est difficile à digérer. Les seuls organismes qui sont capables de digérer le bois, c'est les champignons, mais les champignons, il leur faut un certain temps pour inventer les enzymes capables de dégrader la lignine. Et si on en croit les études qui sont faites par ceux qui font les horloges moléculaires, là, qui font la phylogénie des champignons, en fait, il semblerait que les champignons aient inventé les enzymes pour dégrader la lignine plutôt vers la fin du Carbonifère. Et donc, une théorie intéressante, c'est de dire que ben voilà, le Carbonifère, ça peut s'expliquer en partie aussi par le fait que la vie sur Terre a inventé un nouveau matériau qui n'était pas biodégradable et il a fallu un certain temps pour le digérer. Donc moi, je trouve cette idée intellectuellement très intéressante et ça donne du poids au rôle de la vie sur Terre sur le climat
ce qui philosophiquement me semble quand même assez essentiel. Tout n'est pas lié à la physique ou à la chimie. Je pense que l'évolution de la vie sur Terre a eu un rôle assez considérable sur l'évolution du climat dans le passé. Voilà. Alors, un autre argument pour parler de ça, c'est le fait que on observe dans les sédiments marins des cycles en termes de carbone 13. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le carbone 13 qu'on va enregistrer dans les carbonates marins, ça va être assez fortement lié à ce rapport entre l'enfouissement de la matière organique par rapport à l'inorganique. Et donc, si on a des variations importantes dans l'enfouissement de la matière organique, on va le voir dans les signaux du carbone 13 tel qu'on peut l'enregistrer ici, donc sur 4 millions d'années, mais on peut faire ça sur plusieurs dizaines de millions d'années, voire plus. Et on observe des cycles astronomiques. Donc, d'une certaine façon, on a du mal à reconstituer la courbe du CO2 dans le passé. Donc, on a les données qui sont issues des carottes de glace sur un peu moins d'un million d'années. Les glaciologues espèrent remonter jusqu'à environ 1,5 million d'années avec les forages actuellement en cours. Mais bon, on va avoir du mal à aller beaucoup plus loin avec les carottes de glace. Donc, il y a tout un tas de techniques dont j'ai montré déjà quelques résultats qui permettent d'aller plus loin. Donc, on imagine que le CO2 a baissé quelque part au début du Quaternaire, hein, entre 2,5 et 3 millions d'années, ce qui correspond à l'apparition des calottes de glace dans l'hémisphère nord. Donc, c'est assez cohérent avec l'évolution du climat. Mais sur la mécanique interne de tout ça, on est un petit peu démunis, en fait. Un truc très intéressant, c'est donc ces oscillations du C13 dans les carbonates. Quand on fait un filtrage de ce genre de courbe, on a des choses qui ressemblent quand même très fortement aux paramètres astronomiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce signal-là, en fait, il existe quasiment tout le temps dans l'histoire de la Terre. Donc, on a tout le temps des cycles à 400 000 ans, plus ou moins marqués, mais toujours présents. Alors, c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est utilisé en géologie pour caler l'âge de la Terre. Hein. De plus en plus, l'échelle géologique est basée sur cette technique hein, qui consiste à associer des cycles astronomiques qu'on peut calculer par la mécanique céleste avec des enregistrements isotopiques. Donc, ça s'appelle la cyclostratigraphie. Et ça permet, enfin, c'est redoutablement efficace. Et ça nous permet de faire une stratigraphie au moins sur une grande partie du Cénozoïque, voire un peu au-delà. Et l'outil principal, c'est ces cycles à 400 000 ans dans le carbone 13. Ça, c'est relativement stable, ça marche bien. Et il y en a quasiment tout le temps. Et la question, c'est pourquoi? En tout cas, ça illustre clairement que la matière organique, l'évolution de la biologie, enfin, de l'enfouissement de la matière organique, ça a certainement un rôle bien au-delà de ce qu'on imaginait sur l'évolution du carbone sur Terre. Alors là, je vais finir par un tout petit exemple, hein, l'Holocène moyen. Alors, comment on peut facilement modifier, comment l'astronomie peut facilement modifier le carbone? Bon, ben, prenez l'Holocène moyen, Sahara vert. Donc, pour des raisons astronomiques, il y a beaucoup plus de précipitations dans cette région-là. Quand il y a beaucoup plus de précipitations en Méditerranée, on modifie la circulation océanique. La Méditerranée est un bassin assez fermé. Donc, ça permet d'avoir un fond de la Méditerranée qui va être très pauvre en oxygène. Et ce qui va favoriser l'enfouissement de la matière organique, évidemment, c'est la présence ou non d'oxygène. Et donc ça se voit très très bien dans certains endroits, notamment sur cette coupe au sud de la Sicile, qui est la coupe de référence pour le Quaternaire, en fait, où on a ces sapropelles, là, ces couches sombres, qui correspondent à des événements avec moins d'oxygène au fond de la Méditerranée, de façon très astronomique. Et donc, évidemment, c'est un exemple, alors c'est certainement pas ça qui va faire évoluer le cycle du carbone mondial, hein, mais ça montre clairement qu'il y a un lien quand même mécanistique assez évident, indépendamment des calottes de glace, entre l'astronomie et le carbone. Et c'est un truc qui est malheureusement pas bien compris. Alors, pour finir sur un mystère, je vais quand même parler d'autres cycles dans le C13. Il y a des cycles à 9 millions d'années. Il n'y a même pas besoin
d'outils mathématiques très compliqués pour les voir. Hein. Si on prend le C13 sur tout le Cénozoïque, 70 millions d'années, là, sur ces courbes, bon, on voit quand même assez clairement que ça oscille à 9 millions d'années. Si on fait ça sur le Mésozoïque, on a aussi des oscillations plus ou moins dans la même zone de fréquence à 9 millions d'années. Et voilà, pour moi, ça, c'est la question scientifique sur le carbone long terme qui mériterait qu'on s'y penche un peu. C'est trop long pour l'astronomie, c'est trop court pour les événements, on va dire, géologiques, hein, les volcanismes de trappe, des choses comme ça. Et c'est entre les deux. Et pourtant, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Donc, et en plus, si on regarde ces barres grises, là, il y a quand même un lien non nul avec les transitions géologiques et donc avec l'évolution du climat. Donc voilà, je termine là-dessus pour dire que le point d'interrogation majeur sur la compréhension du carbone, selon moi, c'est ce terme-là. J'ai quand même l'impression que c'est un rôle qu'on ne comprend pas très bien. Et sur le futur, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que une autre façon de réguler le système carbone, bah, évidemment, c'est diminuer l'oxygène dans l'océan pour augmenter la préservation de la matière organique. Et puis, bon, ça, c'est des choses qu'on peut observer aussi dans certains endroits. Voilà. Pour conclure, quelques mots d'un Suédois il y a un peu plus de 120 ans, qui termine son papier avec quelques phrases qui me semblent assez intéressantes. Donc, il nous explique que le fait de brûler du charbon, bah, ça va finalement conduire de façon très évidente à une augmentation de la température. Euh, donc, 120 ans plus tard, oui, évidemment, on le voit. Alors lui, il est plutôt très optimiste. Hein. Il dit que c'est assez génial parce que ça va permettre de contrebalancer l'entrée en glaciation qui serait inévitable à cause de la diminution de l'obliquité. Donc effectivement, l'obliquité diminue et l'astronomie aurait plutôt tendance à nous ramener vers une période froide, mais heureusement, on se réchauffe. Donc, on va contrebalancer cet effet-là. Alors, ça va permettre d'éviter le retour des périodes glaciaires. Donc, comme je l'ai discuté, effectivement, on parle de centaines de milliers d'années pour la perturbation anthropique. Donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que dans au cours du prochain million d'années, on n'ait pas trop de problèmes de glaciation. Donc, ça, c'est des travaux que. Bon, il y a assez peu d'études sur le long terme futur, mais moi je trouve ça très très rigolo, donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc effectivement, c'est peu probable qu'on rentre en glaciation dans un avenir proche, plutôt dans la deuxième moitié du prochain million d'années. Ouais, 100 ans, c'est l'échelle de temps du GIEC. C'est l'échelle de temps qui est dans l'esprit de tout le monde, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Le million d'années, c'est l'échelle de temps de l'humanité, dans le passé, et puis on peut l'espérer aussi dans le futur. Donc c'est quand même assez pertinent, je trouve, de discuter ça. Voilà, mais comme il le dit, ben, c'est peut-être un peu trop tôt pour discuter de notre capacité à réguler le système, parce que bon, même si on a la possibilité, est-ce qu'on le fera, est-ce qu'on sera capable de le faire? Voilà, je vous remercie pour votre attention.